Lors du dîner pour le 80e anniversaire de ma mère, ma nouvelle belle-fille a levé son verre et m'a appelé le plan de retraite de son père. Quand je lui ai demandé de s'excuser, mon mari a ri et a dit « Elle n'est pas ta fille, Evelyne. Ne la reprends pas. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est figé. Pas brisé, pas en colère. Juste figé. Nous étions assis dans un salon privé de l'auberge de la Treille à Versailles. J'avais passé 3 semaines à organiser ce dîner pour ma mère, Louise. J'avais appelé 2 fois pour m'assurer que l'entrée était facile pour son déambulateur, j'avais demandé une chaise avec un bon dossier et j'avais apporté un petit coussin de la maison parce que son nouveau genou se raidissait encore si elle restait assise trop longtemps. Le restaurant avait une lumière jaune tamisée, des murs en chêne sombre et des nappes blanches qui obligeaient tout le monde à se tenir un peu plus droit. Ma sœur Catherine avait apporté un bouquet de roses roses. Mon fils Damien était venu de Lyon après son travail, portant encore le polo marine propre qu'il gardait dans sa voiture pour les événements familiaux. Cela aurait dû être une belle soirée. La fille de Gérard, Mathilde, est arrivée avec 40 minutes de retard. Elle est entrée d'un pas assuré en portant un manteau en cachemire crème que j'avais aidé à payer à Noël et un sac à main qui coûtait plus cher que ma première machine à laver. Elle a embrassé son père sur la joue, a fait un petit signe de la main à ma mère et a dit « Désolé, le stationnement était un cauchemar. » Le stationnement n'était pas un cauchemar. Le parking était à moitié vide quand elle est entrée. Mais je n'ai rien dit. J'essayais très fort à l'époque d'être ce que les gens appelaient une bonne belle-mère. Mathilde avait 21 ans, elle était en 3e année à la Sorbonne et selon Gérard, elle avait eu du mal à se remettre du divorce de ses parents. Je me disais que la patience faisait partie de la construction d'une famille recomposée. Alors, je payais pour certaines choses. Au début, c'était peu. Une facture de téléphone, un reste à charge chez le dentiste, quelques centaines d'euros pour des manuels. Puis sont venus les frais de scolarité, les cotisations du bureau des étudiants, l'assurance auto, les mensualités de sa Peugeot et une allocation mensuelle qui, selon Gérard, aiderait Mathilde à se concentrer sur ses études. Tu lui donnes une vraie chance, me disait-il souvent. J'aimais entendre ça. Après 12 ans de veuvage, cela me faisait du bien de croire que je bâtissais à nouveau quelque chose. Le dîner s'est bien passé pendant environ 20 minutes. Ma mère a raconté l'histoire de la fois où elle s'est fait arrêter en 1968 alors qu'elle conduisait la Citroën DS de mon père sans permis. Damien l'a taquinée en disant qu'elle était une criminelle. Même Gérard a ri. Puis Damien a demandé à Mathilde comment se passaient ses cours de gestion. Mathilde a levé les yeux de son téléphone. Ça va. La fac est assez facile quand papa épouse une femme qui adore les tableaux Excel et les virements automatiques. Damien a arrêté de sourire. Catherine a posé son verre d'eau lentement. Gérard a laissé échapper un petit rire court. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent que tout le monde accepte qu'une méchanceté n'était qu'une blague. J'ai regardé Mathilde. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a haussé les épaules. Rien. Je dis juste que tu es organisée. Ce n'est pas ce que tu as dit. Oh, ça va, Evelyne. Ma mère a bougé sur sa chaise. Elle essayait de ne pas faire de scène pour son propre anniversaire, ce qui m'a rendue encore plus furieuse. Puis Mathilde a levé son verre de vin. À papa, a-t-elle dit. Il a enfin trouvé un plan de retraite avec un excellent dossier de crédit. Personne n'a ri cette fois-là. On entendait le bruit des couverts sur les assiettes dans la salle principale du restaurant. Quelque part près de la cuisine, un serveur a fait tomber un objet métallique. J'ai posé ma fourchette. Mathilde, excuse-toi. Ses sourcils se sont levés. Pourquoi? Pour m'avoir insulté devant ma famille et pour l'avoir fait au dîner d'anniversaire de ma mère. Elle a regardé Gérard. C'est à ce moment-là qu'il a posé sa main sur mon poignet. Pas assez fort pour me faire mal, juste assez pour m'empêcher de bouger. Elle n'est pas ta fille, Evelyne, a-t-il dit. Ne la reprends pas. Il l'a dit fort. C'est la partie dont je me suis souvenu plus tard. Pas seulement les mots, mais le volume. Il voulait que tout le monde à cette table comprenne où était ma place. J'ai regardé sa main couvrir la mienne.
Mes doigts me faisaient déjà souffrir à cause du froid et la pression faisait vibrer mes articulations. Retire ta main de moi, ai-je dit. Il l'a fait, mais a levé les yeux au ciel. Tu es en train de transformer une blague en crise familiale. Mathilde s'est adossée à sa chaise, satisfaite. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai lancé une réplique brillante sur le champ. Je ne l'ai pas fait. Mon visage était brûlant et mes pensées se bousculaient. Puis j'ai regardé ma mère. Elle n'avait pas honte de moi. Elle était inquiète pour moi. Cela m'a aidée. J'ai plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette. Très bien, ai-je dit. Alors on ne s'attendra pas à ce que je l'entretienne comme tel. Gérard a ri à nouveau. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule. Mathilde a secoué la tête et a repris son téléphone comme si j'étais devenue ennuyeuse. Le reste du dîner a été glacial et misérable. Ma mère a ouvert ses cadeaux. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Catherine a coupé le gâteau pendant que Gérard parlait trop fort de la météo. J'ai payé la note finale parce que ma carte était déjà enregistrée. Sur le chemin du retour, Gérard a attendu que nous ayons passé le 3e rond-point avant de commencer. Tu m'as fait honte ce soir. Je fixais le pare-brise. Je t'ai fait honte. Tu as défié ma fille devant tout le monde. Elle m'a insulté. Elle a fait une blague. Et tu m'as dit que je n'avais pas à la reprendre. C'est le cas. Pas de cette façon. Je me suis tournée vers lui. Mais j'ai le droit de payer ses factures. Il a serré les mains sur le volant. Ne punissons pas une gamine pour une remarque stupide. Elle a 21 ans. Elle est encore étudiante. C'était là. Le passage de l'adulte indépendante à l'enfant sans défense, selon qui devait des excuses à qui. Gérard a expiré bruyamment. Ses frais de scolarité sont du vendredi. Ne fais rien sous le coup de l'émotion. J'ai regardé par la fenêtre. Elle redevenait une enfant dès qu'une facture arrivait. Cela la fait taire pour le reste du trajet. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5h38 avec le bas du dos en feu. J'ai fait du café, j'ai placé une bouillotte derrière moi et j'ai ouvert mon ordinateur sur la table de la cuisine. À 6h12, j'ai sorti 22 mois de relevés bancaires. J'avais toujours tenu une comptabilité rigoureuse. Travailler dans la gestion de la paie vous apprend que les chiffres sont peut-être ennuyeux, mais qu'ils sont rarement confus. La liste était pire que ce que je pensais. Frais de scolarité, mensualité de la voiture, assurance, 800 € par mois pour les dépenses courantes, téléphone, frais d'association, facture de dentiste, un acompte pour un semestre à l'étranger. Puis j'ai vu plusieurs transferts marqués Éducation Mathilde, pour près de 30 000 €. Mais le destinataire n'était pas la Sorbonne. L'argent était allé sur un compte lié à l'entreprise immobilière de Gérard. Ma main est restée posée sur la souris. Pendant un instant, j'ai failli fermer la page. Je me suis souvenu de Gérard assis à côté de moi pour l'anniversaire de la mort de mon premier mari. Je me suis souvenu de lui préparant le dîner quand ma sciatique était intense. Je me suis souvenu à quel point je m'étais sentie soulagée d'être aimée à nouveau. Puis je me suis souvenu de sa main sur mon poignet. J'ai annulé les futurs paiements que je contrôlais légalement. J'ai retiré Mathilde comme utilisatrice autorisée sur ma carte de crédit. J'ai arrêté la location. J'ai mis fin au virement automatique pour sa Peugeot. J'ai redirigé mes revenus de consultante vers un compte auquel Gérard ne pouvait pas accéder. Je ne lui ai pas pris sa voiture. Je n'ai pas appelé l'école. J'ai simplement arrêté d'offrir mon argent. À 7h03, Gérard est entré dans la cuisine en tenant son téléphone. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» J'ai tourné l'ordinateur vers lui et j'ai étalé les relevés imprimés sur la table. « J'ai respecté ta limite, ai-je dit. Elle n'est pas ma fille. Tu es son père. » Sa colère a duré environ 5 secondes. Puis ses yeux se sont posés sur les transferts. Il est devenu livide. J'ai tapé sur la page avec un doigt. Pourquoi près de 30 000 € destinés aux études de Mathilde sont-ils allés sur ton compte professionnel? Gérard a tendu le bras au-dessus de la table pour essayer d'attraper les relevés.
Je les ai retirés et c'est là que j'ai su que l'insulte au dîner n'était plus le plus gros problème de mon mariage. La main de Gérard s'est arrêtée au milieu de la table. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis il s'est rassis et a pris cette expression que je lui avais vue utiliser avec des clients nerveux, le regard calme et légèrement déçu d'un homme expliquant quelque chose d'évident à quelqu'un qui n'avait pas compris. Ce n'est pas mon compte professionnel, a-t-il dit. J'ai tourné le relevé et j'ai pointé le nom Holloway Gestion Commerciale. C'est un compte d'exploitation pour ton entreprise. C'est plus compliqué que ça. Bien sûr que ça l'était. Selon Gérard, tout ce qui concernait son argent était compliqué. Tout ce qui concernait le mien relevait de la famille. Il a tiré la chaise en face de moi et a baissé la voix. J'ai transféré l'argent de la scolarité sur une réserve éducative pour pouvoir gérer les échéances. Alors montre-moi la réserve. Je n'ai pas accès à tout depuis mon téléphone. Tu as ton ordinateur à l'étage. Sa mâchoire s'est serrée. Evelyne, je ne vais pas me faire interroger dans ma propre cuisine. C'est aussi ma cuisine. C'est sorti plus brutalement que je ne le pensais. Ses yeux se sont tournés vers les placards, le parquet, le coin petit-déjeuner que j'avais rénové 6 ans avant de le rencontrer. La maison m'appartenait bien avant Gérard. Il s'est levé. Tu fais une grave erreur. Non, ai-je dit, je lis enfin les relevés. Il est parti sans prendre de petit-déjeuner. À 10h17 ce matin-là, Mathilde a appelé. J'étais dans mon bureau en train de réviser la paie d'un cabinet dentaire quand son nom est apparu sur mon écran. J'ai failli laisser sonner. Puis j'ai répondu. Ma carte ne fonctionne pas. Pas de bonjour. Aucune question sur ma mère. Juste la carte. Je sais. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais, je t'ai retiré des utilisateurs autorisés. Pourquoi? Je me suis adossée à ma chaise et j'ai senti le pincement familier descendre le long de ma jambe droite. Parce que ton père a été clair, je ne suis pas ton parent. Cela n'a rien à voir avec ma carte. Cela a tout à voir avec ma carte. Elle a baissé la voix, probablement parce qu'elle était entourée de monde. Je suis au centre commercial Parly 2. J'ai déjà payé le déjeuner et maintenant je ne peux pas payer mes vêtements. Alors ne les achète pas. Tu ne peux pas faire ça sans prévenir. Je t'ai prévenu hier soir. Tu faisais ta crise et maintenant je suis claire. Elle m'a raccroché au nez. À midi, elle avait posté quelque chose sur Internet à propos des femmes mûres qui utilisent l'argent pour contrôler les plus jeunes. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. La sœur de Gérard, Denise, a appelé 20 minutes plus tard. Je viens de voir le poste de Mathilde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté de payer certaines de ses dépenses. Denise a eu un hoquet de surprise. Evelyne, tu ne peux pas prétendre faire partie de la famille et ensuite abandonner une enfant parce qu'elle a blessé tes sentiments. Elle a 21 ans. Elle est toujours à la fac. Elle a un père et une mère. Tu sais que Marlène n'a pas les moyens de payer la scolarité. Alors Gérard devra le faire. Le silence à l'autre bout m'a fait comprendre que Denise savait quelque chose que j'ignorais. Gérard a eu une année difficile, a-t-elle dit prudemment. Moi aussi. C'est différent. Tu as toujours été doué avec l'argent. J'ai failli rire. Cela semblait être toute la philosophie financière de la famille. Evelyne était douée avec l'argent, donc Evelyne pouvait éponger tout ce que les autres avaient fait avec le leur. Après avoir raccroché, je suis restée assise à fixer mon écran d'ordinateur. Je m'attendais à la colère de Gérard et de Mathilde. Je ne m'attendais pas au cœur immédiat de parents me traitant de cruelle. Pendant 10 minutes, j'ai envisagé de rétablir le virement pour la scolarité. Puis Damien a appelé. Grand-mère m'a raconté ce qui s'est passé. J'ai soupiré. Elle n'aurait pas dû t'impliquer. Elle ne l'a pas fait. C'est tante Catherine qui l'a fait. Ça ne m'étonne pas. Il a hésité. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Tu n'en as pas l'air. Je me suis frotté le front. J'ai peut-être surréagi. Non, pas du tout. Tu n'étais pas là pour la conversation de ce matin.
J'étais là hier soir. Sa certitude m'a irrité. Essaie de ne pas avoir l'air si ravi. Je ne suis pas ravie. Tu m'as mis en garde contre Gérard dès le début. Je suis sûre que c'est très satisfaisant. Damien s'est tu. Ce n'est pas juste, maman. Je l'ai su dès que je l'ai dit, mais la fierté m'a empêché de m'excuser. Il a mis fin à l'appel une minute plus tard. À 15 heures, j'avais réussi à blesser la seule personne qui essayait vraiment de m'aider. Le lendemain matin, j'ai rencontré Martine à ma banque près du boulevard Pereire. Martine m'avait aidé à ouvrir mon compte professionnel 11 ans plus tôt. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne en argent et se souvenait des enfants de chaque client. Elle ne pouvait rien me dire sur les comptes personnels de Gérard. Elle m'a cependant aidé à examiner les transactions des comptes qui m'appartenaient. Nous avons passé 22 mois ligne par ligne. Le total m'a donné la nausée. 84 000 €. Une partie était allée là où Gérard disait. La Sorbonne, l'organisme de crédit auto, l'opérateur de Mathilde, mais plusieurs transferts allaient vers sa société de courtage, un prêteur commercial et un compte marqué uniquement avec les initiales MB. J'ai pensé au chauffagiste qui m'avait dit que l'échangeur de chaleur ne passerait peut-être pas un autre hiver. Gérard avait dit que nous devions attendre. L'éducation de Mathilde passait avant tout. J'ai pensé aux séances de kiné que j'avais annulées parce que le reste à charge me semblait superflu. L'éducation de Mathilde passait avant tout. J'ai pensé à la nouvelle Mercedes de Gérard garée dans notre garage. Martine a refermé le dossier doucement. Tu as besoin d'un avocat. Cet après-midi-là, Gérard a découvert que l'abonnement complet à la télévision avait été annulé. Il a fait irruption dans la cuisine avec la télécommande. Tu as fait ça aussi. Oui, je regardais ça. Tu peux regarder les chaînes gratuites. C'est puéril. 2 jours plus tard, j'étais derrière lui au supermarché alors qu'il se disputait avec un caissier parce qu'un bon de réduction de 87 centimes ne s'affichait pas sur son téléphone. Le caissier avait l'air épuisé. Gérard continuait de tapoter son écran. Il dit qu'il est valide. Gérard, ai-je dit, laisse tomber. C'est le principe. Dehors, je l'ai regardé par-dessus le chariot de course. Tu ne vérifiais jamais les prix quand l'argent venait de mon compte. Ce n'est pas la même chose. Non, ai-je dit, apparemment c'était plus facile. Ce soir-là, Mathilde est venue à la maison avec une amie qui attendait dans l'allée. J'ai besoin des clés de la voiture. Je ne les ai pas. Tu as arrêté les paiements. La voiture est au nom de ton père. Elle s'est tournée vers Gérard. Il se tenait près du couloir, faisant semblant de lire un mail. Papa. Il s'est raclé la gorge. Le véhicule devra peut-être être restitué temporairement. Mathilde l'a dévisagé. Tu as dit qu'Evelyne avait assez d'argent pour tout couvrir jusqu'au diplôme. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Gérard s'est durci. Va attendre dans la voiture. Non, tu as dit qu'elle était d'accord. J'ai regardé Mathilde. J'ai accepté d'aider sur la base de ce qu'on m'a dit. Tu as choisi de payer, a-t-elle rétorqué. Oui, ai-je dit. Et maintenant je choisis d'arrêter. Elle est partie en colère, mais pas avant d'avoir regardé son père d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Cette nuit-là, Gérard m'a envoyé 6 messages depuis la chambre d'amis. Tu détruis cette famille. Tu humilies Mathilde. Tu n'as aucune idée de ce que mon entreprise exige. J'ai fini par répondre, tu m'as volé, tu as menti à ta fille et tu as utilisé l'argent de mon défunt mari pour impressionner les gens. Le lendemain matin, Maître Nguyen a lu le message et a secoué la tête. Ne discutez plus avec lui par écrit. Il méritait pire. J'en suis sûre, mais chaque phrase de colère peut être imprimée sans les 10 mensonges qui l'ont précédée. Maître Nguyen m'a aidé à bloquer mes crédits et à examiner mes dossiers financiers. C'est là que nous avons trouvé la demande pour ajouter Gérard comme cotitulaire sur l'un de mes comptes de placement. La banque l'avait rejeté parce que la signature ne correspondait pas. Maître Nguyen a placé le formulaire à côté d'un ancien document que j'avais réellement signé. La bonne nouvelle est qu'aucun argent n'a bougé, a-t-il dit. Puis il a pointé une note manuscrite en bas.
La mauvaise nouvelle est que celui qui a soumis cela connaissait la valeur exacte du compte. Seules 2 personnes avaient vu se relever, moi et mon mari. Je suis rentrée du bureau de l'avocat sans la radio. Normalement, j'aimais avoir un fond sonore dans la voiture. De la vieille chanson française, les infos locales, même les publicités permettaient à mon esprit de s'accrocher à autre chose. Cet après-midi-là, je voulais le silence. Le formulaire de placement rejeté était dans une chemise cartonnée sur le siège passager. Quelqu'un avait essayé d'ajouter Gérard à mon compte. La demande avait échoué à cause de la signature. Aucun argent n'avait été volé. Maître Nguyen m'avait rappelé que cela ne prouvait pas automatiquement que Gérard avait signé lui-même. Quelqu'un de son bureau aurait pu le soumettre. Cela pourrait devenir une affaire pénale, où il pourrait ne jamais être possible de prouver qui avait rempli la paperasse. Mais une chose était déjà certaine. Quelqu'un d'assez proche de ma vie connaissait le solde exact de ce compte. Je me suis garée dans mon allée et je suis restée là plusieurs minutes sans sortir. À 58 ans, j'avais passé toute ma carrière à aider des petites entreprises à éviter les erreurs de paie. Je repérais les virgules mal placées. Je remarquais les factures en double. Je pouvais généralement dire quand un chiffre n'était pas à sa place. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais raté la plus grosse fraude de ma propre vie. Cela faisait plus mal que de perdre l'argent. Les jours suivants se sont installés dans une routine misérable. Gérard restait dans la chambre d'amis. Nous ne parlions que lorsque c'était absolument nécessaire. Il est devenu étrangement poli, pas chaleureux. Pas d'excuses, juste de la politesse. Il me demandait si je voulais du café. Il me disait que le dîner était au frigo. Il a même plié les serviettes un soir. 2 semaines plus tôt, j'aurais probablement pensé que c'était des signes qu'il voulait réparer notre mariage. Maintenant, cela ressemblait à des négociations. Chaque gentillesse était accompagnée d'une paperasse invisible. Pendant ce temps, mon corps commençait à protester. Les heures passées à examiner les relevés faisaient hurler mon bas du dos. Mes mains se raidissaient à force de trier des documents dans des dossiers. Certaines nuits, je ne dormais que 3 ou 4 heures. Un jeudi soir, je descendais une bouteille de lessive au sous-sol. À mi-chemin, ma sciatique m'a bloqué. La bouteille a glissé. La lessive bleue s'est répandue sur le sol. Je l'ai regardée. Puis je me suis assise lentement sur la dernière marche et j'ai pleuré. Pas à cause de la lessive, même pas à cause de l'argent. J'ai pleuré parce que je me posais sans cesse la même question. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je détestais cette question. Elle a résonné dans ma tête pendant près de 20 minutes. Finalement, j'ai pris mon téléphone. Il était 1h47 du matin. J'ai appelé Catherine. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Evelyne, je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé de rire. Au lieu de cela, j'ai recommencé à pleurer. Dis-moi la vérité. À quel sujet? Est-ce que tout le monde a vu qui était Gérard sauf moi? Catherine n'a pas répondu tout de suite. Quand elle a enfin parlé, sa voix était douce. Non. J'ai l'impression que si. Non, alors pourquoi pas moi? Parce qu'il ne faisait pas semblant tout le temps. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Il a vraiment été gentil avec toi parfois. Cela m'a surprise. Catherine a continué, les gens comme Gérard ne sont pas des monstres chaque minute de chaque jour. S'ils l'étaient, personne ne resterait. J'ai essuyé mon visage. Tu n'es pas idiote parce que quelqu'un t'a menti. Je me sens idiote. Je sais. Elle a laissé le silence s'installer. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Être seule après avoir perdu Paul n'était pas un défaut de caractère. Cette phrase m'est restée. Gérard a commencé à raconter une autre histoire. Pas à moi, à tous les autres. Une semaine plus tard, un de nos voisins m'a arrêté pendant que je relevais le courrier. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Vous avez semblé débordé ces derniers temps. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a bougé, mal à l'aise. Gérard a mentionné que vous étiez sous beaucoup de stress.
C'est tout ce qu'il a dit, mais j'ai entendu le reste. Plus tard dans l'après-midi, une autre connaissance m'a demandé nonchalamment si je prévoyais de ralentir au travail. Le lendemain, un client a envoyé un mail pour s'assurer que je ne prenais pas ma retraite. Des petits commentaires, des petites questions. Aucun ne semblait alarmant isolément. Ensemble, ils formaient un schéma. Gérard ne se défendait pas seulement. Il préparait les gens à ne pas me croire. L'idée m'a noué l'estomac. J'avais vu 2 amis proches s'occuper de conjoints atteints de démence. La perte de mémoire terrifiait les gens de notre âge. Gérard le savait. Il ne m'accusait pas ouvertement. Il semait le doute. Quelques jours plus tard, quelque chose est arrivé qui m'a surprise. Mathilde a appelé. J'aimerais parler. Je pense que nous en avons assez dit. S'il te plaît. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Moins d'assurance, moins de colère, plus d'incertitude. Nous avons convenu de nous retrouver samedi matin dans un café à Saint-Germain-des-Prés. Elle était déjà là quand je suis arrivée. Pas de maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval lâche, un vieux sweat de la fac au lieu de ses vêtements de marque. Elle avait l'air fatiguée, très fatiguée. Elle s'est levée maladroitement quand je me suis approchée. J'ai déjà commandé ton café. Merci. Nous sommes restées assises pendant presque une minute complète. Aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a soupiré. J'ai reçu un avis de l'université. J'ai attendu. Si mon compte n'est pas régularisé, elle a baissé les yeux. Je ne peux pas m'inscrire au prochain semestre. Qu'est-ce que ton père a dit? Je l'ai appelé 12 fois. 12. Il dit qu'il travaille sur un financement. Et j'ai vu des photos en ligne. Elle a dégluti. Il était à une réception de réseautage, pas en train de voir des banquiers, pas en train de régler la scolarité, il faisait du réseau. La réalité l'avait enfin rattrapé. J'ai pris une gorgée de café. Je suis désolée. Elle a eu l'air surprise. Ah bon? Je ne veux pas que tes études soient gâchées. Mais tu ne payeras toujours pas. Non. Elle a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Un autre long silence. Puis elle a fouillé dans son sac à dos. Je dois te montrer quelque chose. Elle a posé plusieurs mets imprimés sur la table. Ils viennent de papa. J'ai pris la première page. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Un message parlait de mon activité de consultante. Un autre mentionnait ma maison de Versailles. Puis j'ai trouvé la phrase qui m'a retourné l'estomac. Une fois qu'Evelyne aura signé la mise à jour du plan successoral, nous n'aurons plus à demander de permission. J'ai fixé ces mots. Quel plan successoral? Mathilde a froncé les sourcils. Je pensais que tu étais déjà d'accord. Je n'ai jamais vu ça. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai tourné les pages vers elle. Ce projet laisse à Gérard un contrôle total sur mon entreprise si je meurs en premier. Son visage a perdu ses couleurs. Il m'a dit ce qu'il a dit. Tu voulais que tout reste dans la famille. C'est dans la famille. J'ai montré les documents de la fiducie que Maître Nguyen avait copiés pour moi. Cette maison appartient à la fiducie familiale Mercé. Elle avait l'air sincèrement confuse. Je pensais, je sais. Elle s'est adossée. Je pensais que Damien était déjà protégé. J'ai secoué la tête. Gérard t'a dit ça. Elle a hoché la tête. Et il a dit que je n'aurais pas besoin de prêts étudiants parce que tu voulais m'aider. J'ai regardé par la fenêtre. Les voitures roulaient comme si de rien n'était. Finalement, j'ai demandé doucement, pourquoi me montres-tu ça? Elle a hésité. Parce qu'hier, elle s'est arrêtée. Que s'est-il passé hier? Il m'a demandé de signer quelque chose. Quoi? Une déclaration disant que tu avais toujours su où allait l'argent. Les mots sont tombés entre nous. Tu n'as pas signé. Non. Pourquoi pas? Elle a eu l'air embarrassée. Parce que, elle a pris une inspiration tremblante, il ne répondait pas à mes appels jusqu'à ce qu'il ait besoin de quelque chose.
Pour la première fois depuis que je connaissais Mathilde, je voyais non pas une jeune femme arrogante, mais une fille réalisant qu'elle avait été utile avant d'être aimée. J'avais de la peine pour elle. Cela n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. Tu as fait des dépenses sur ma carte de crédit. Je sais que tu m'as insulté. Je sais que tu as traité la gentillesse comme si elle était automatique. Elle a hoché la tête. C'est vrai. J'ai plié les mets soigneusement. Je t'apprécie de m'avoir apporté ça. Elle a eu l'air pleine d'espoir. Est-ce que ça veut dire que tu n'es plus fâché? J'ai croisé son regard. Je suis toujours très en colère. Ses épaules sont tombées. Mais, ai-je continué, je suis prête à croire que tu peux devenir quelqu'un de différent. Elle a hoché la tête une fois. J'aimerais ça. Avant de partir, j'ai ajouté une dernière chose. Tu devras quand même rembourser les dépenses personnelles que tu as faites. Je m'en doutais. Pas de dispute. Un mince sourire est apparu. J'allais discuter. Qu'est-ce qui a changé? Elle a regardé sa tasse de café. Je crois que j'en ai fini de croire tout ce que dit papa. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas de la rédemption. C'était simplement la première phrase honnête qu'elle m'ait dite. 2 jours plus tard, Maître Nguyen a appelé. J'ai parlé avec Marlène Brox, l'ex-femme de Gérard. Elle a tout gardé, a dit Maître Nguyen. Tout. Les mets, les dossiers financiers, les documents du divorce. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Gérard avait fait presque exactement la même chose pendant leur mariage. J'ai fermé les yeux. Maître Nguyen a continué. Elle a aussi confirmé autre chose. Quoi? Plusieurs transferts que vous pensiez servir à la scolarité de Mathilde servaient en fait à payer les obligations de Gérard issues de son règlement de divorce. Je me suis adossée à ma chaise. L'argent n'avait pas seulement disparu. Il servait à empêcher la vie entière de Gérard de s'effondrer. Avant que je puisse répondre, mon téléphone professionnel a sonné. L'identifiant affichait Arthur Sloan Quincaillerie Industrielle. J'ai répondu, Arthur. Sa voix familière et grave est sortie du haut-parleur. Evelyne, nous devons parler. Bien sûr. Je pense que votre mari a commis une erreur. Que s'est-il passé? Il m'a appelé. Mon cœur a commencé à cogner. Il m'a dit que vous étiez en déclin. J'ai fermé les yeux. Arthur a continué doucement. Et ma petite, il a fait une pause, il a laissé tout ça sur ma messagerie vocale. Arthur Sloan ne m'appelait presque jamais directement. Il envoyait généralement des mails pour les questions de paix ou laissait de courts messages vocaux. Alors quand il a dit « Nous devons parler », j'ai su que ce n'était pas pour la paix. Êtes-vous libre cet après-midi? Je peux l'être. Je préférerais ne pas discuter de cela au téléphone. Sa voix paraissait calme, mais il y avait quelque chose dessous, pas de la peur, de la déception. Arthur possédait sa quincaillerie depuis plus de 40 ans. Il avait enterré sa femme après un long combat contre la maladie d'Alzheimer. Survécu à un pontage cardiaque et insistait toujours pour marcher dans son entrepôt chaque mardi matin avec une bouteille d'oxygène portable au lieu d'utiliser la voiturette électrique que ses employés le suppliaient d'utiliser. Il n'était pas facile à ébranler. Si Gérard avait contrarié Arthur, Gérard avait commis une erreur très grave. Le bureau d'Arthur se trouvait juste à l'est du centre d'Indianapolis. Quand je suis arrivée, il m'attendait déjà avec 2 tasses de café. Je me suis souvenu, a-t-il dit avec un faible sourire. Un nuage de lait. Comme toujours. Il s'est assis lentement dans son fauteuil. Je vous dois des excuses. Pourquoi? J'ai failli le croire. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce que Gérard vous a dit exactement? Arthur a pris son téléphone. Il a dit qu'il appelait en ami. Il a appuyé sur lecture. La voix de Gérard a rempli le bureau. Arthur, je ne veux pas t'alarmer, mais Evelyne a subi énormément de stress. Elle commence à avoir des oublis. Rien de dangereux pour l'instant, mais je pensais que tu méritais d'être prévenu avant que la saison de la paix ne devienne chargée. Tu devrais peut-être penser à passer le relais à quelqu'un d'autre avant que les choses ne se compliquent. Le message s'est terminé.
Arthur m'a regardé. Je vous connais depuis 15 ans. Je ne pouvais pas parler. Je vous ai vu attraper des erreurs de paie qui m'ont fait économiser des milliers d'euros. J'ai hoché la tête. Vous avez corrigé mon expert comptable 2 fois. Je me souviens. Vous m'avez une fois appelé depuis une salle d'attente d'hôpital parce que vous aviez remarqué que les heures supplémentaires d'un employé semblaient fausses. J'ai ri faiblement. Ma mère se faisait opérer du genou. Et vous l'avez quand même remarqué. Il s'est penché en avant. Mon Éléonore avait la maladie d'Alzheimer. La pièce est devenue très silencieuse. Je sais. Non, ma petite. Sa voix s'est adoucie. Vous ne savez pas. Il a posé ses 2 mains sur sa canne. Je sais à quoi ressemble le début d'une maladie d'Alzheimer. Il a fait une pause. Vous ne l'avez pas. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Pas parce que j'avais vraiment cru que je perdais la mémoire, mais parce que je réalisais soudain combien de personnes Gérard avait probablement contactées. Combien de conversations avaient commencé par « Je m'inquiète pour Evelyne ». Arthur a fait glisser un dossier sur le bureau. C'est une copie du message vocal. Vous me le donnez. Vous êtes ma gestionnaire de paie. Il a souri tristement. Et mon ami. Maître Nguyen a écouté l'enregistrement 2 fois, puis une 3e. Finalement, il a retiré ses lunettes. C'est mieux que ce que j'espérais. Je pensais que vous seriez furieuse. Je le suis. Il a croisé les mains. Mais je suis aussi pragmatique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le message vocal ne prouve pas la fraude. Je sais. Il ne prouve pas la contrefaçon de signature. Je sais, mais il établit un schéma. Il a pointé mon carnet de notes. Gérard ne se défend pas simplement. Il essaie de détruire votre crédibilité. Maître Nguyen a hoché la tête. Et votre entreprise? Il a tout expliqué avec soin. L'autorisation d'investissement rejetée était toujours en cours d'examen par le service des fraudes de la banque. J'avais déjà déposé une plainte à la police, il y aurait donc une trace officielle. Savoir si les enquêteurs pourraient prouver qui avait physiquement rempli les papiers restait incertain. Maître Nguyen refusait de promettre une arrestation. Ce n'est pas comme ça que le monde réel fonctionne. Curieusement, entendre cela m'a rassuré. Il ne me vendait pas de la vengeance. Il m'aidait à reconstruire ma vie. Le dossier le plus solide, a-t-il continué, est civil. Il a listé tout sur un bloc-notes jaune. Vos fonds personnels ont alimenté l'entreprise de Gérard après des explications trompeuses. Il a représenté des dépenses éducatives qui n'en étaient pas. Il a tenté de nuire à votre réputation professionnelle. Nous avons des preuves documentaires. Nous avons des témoins. Nous avons des relevés bancaires. Il a levé les yeux. C'est suffisant pour changer votre avenir. Pas forcément celui de Gérard, mais le vôtre. Une semaine plus tard, j'ai déposé une demande de séparation de corps. Maître Nguyen a également demandé des mesures financières provisoires, une expertise comptable, la conservation des dossiers électroniques et le contrôle exclusif de mon activité de conseil. Signer les papiers m'a semblé étrangement ordinaire. Pas de musique dramatique, pas de main tremblante, juste un stylo bleu attaché à la table de conférence de l'avocat. 22 mois de mariage réduits à quelques signatures. Quand j'ai fini, Maître Nguyen a doucement poussé une boîte de mouchoirs vers moi. Je ne m'étais pas rendu compte que je pleurais. Gérard a changé presque du jour au lendemain. Les éclats de voix ont disparu. À la place, des fleurs sont apparues sur le comptoir de la cuisine. Il a cuisiné un poulet basquez un soir. Un autre soir, il a réchauffé une serviette au sèche-linge parce qu'il savait que la chaleur soulageait mes mains. « Tu as trop travaillé », disait-il doucement. « Je peux gérer. Tu ne devrais pas avoir à le faire. » Pendant quelques jours dangereux, j'ai eu envie de le croire. La solitude fait des choses étranges après 50 ans. Elle chuchote. Elle vous rappelle à quel point la maison devient silencieuse après le dîner. À quel point il est plus facile de pardonner que de recommencer. Un soir, nous avons même ri ensemble en regardant une vieille rediffusion d'une comédie. Pendant 30 minutes,
Tout semblait presque normal. Puis il a fouillé dans sa mallette. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Il a posé plusieurs documents sur la table de la cuisine. Des papiers de refinancement commercial. La garantie. Ma maison. Notre maison. Il a corrigé. Non, Evelyne. Ma maison. Ce ne sera que temporaire. Combien de temps? Jusqu'à ce que ce projet immobilier se termine. J'ai regardé le montant du prêt prévu. Cela paierait ses dettes commerciales. Cela couvrirait aussi la scolarité impayée de Mathilde. Tu avais prévu ça. Quoi? Le dîner. Les excuses. Les fleurs. Son visage s'est durci juste assez. Tu es cynique. Non. J'ai refermé le dossier. Tu étais patient. Il a soupiré de manière théâtrale. Je pensais que nous étions enfin en train de guérir. Tu pensais que j'étais enfin en train de signer. Puis il a franchi une limite que je n'aurais jamais imaginée. Paul aurait aidé. La pièce est devenue totalement silencieuse. Paul, mon premier mari, l'homme que j'avais enterré après 34 ans de mariage. Gérard utilisait réellement son nom. Je doute que Paul aurait laissé sa famille s'effondrer pour une question d'argent. Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé le parquet. Ne fais pas ça, il a cligné des yeux. Evelyne, n'utilise pas le nom de mon mari pour me vendre tes dettes. J'ai pris le bouquet posé près de l'évier, les roses qu'il m'avait apportées le matin même. Sans réfléchir, je les ai jetés à la poubelle. Pendant une seconde, j'ai vu une véritable surprise sur son visage. Pas parce que j'avais jeté des fleurs, mais parce que j'avais arrêté de jouer le rôle qu'il m'avait écrit. Cette nuit-là, Damien est venu. Il ne m'a pas fait de leçon. Il ne m'a pas rappelé qu'il m'avait prévenu. Il a simplement remplacé le verrou cassé de ma porte arrière. Après, nous nous sommes assis sur la terrasse. Je te dois des excuses, ai-je dit. Tu ne m'en dois pas. Si. Il a souri. Je n'étais pas content d'avoir raison. Je sais. J'avais peur. Je l'ai regardé. De quoi? Que quelqu'un te fasse du mal. J'ai fixé le jardin. Je n'arrêtais pas de me dire que tout le monde devait me prendre pour une idiote. Damien a secoué la tête. Non. Alors quoi? Je pense qu'il croit exactement ce que je crois. Et qu'est-ce que c'est? Il m'a regardé un long moment. Tu avais besoin d'être aimé. J'ai couvert mes yeux. Il a tendu la main et m'a serré l'épaule. Ce n'est pas la même chose que d'être stupide. 3 jours plus tard, Maître Nguyen a rappelé. Le déjeuner pour le prix de l'excellence entrepreneuriale est vendredi prochain. Je me souvenais que Gérard en parlait depuis des mois. Il compte toujours sur ta présence. Je sais. Il a aussi dit aux organisateurs que tu avais eu quelques semaines stressantes, mais que tu avais hâte de le soutenir publiquement. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Il veut que je sois à ses côtés. Il veut que ta crédibilité soit à ses côtés. Maître Nguyen a fait une pause. J'ai une idée. Nous nous sommes vus l'après-midi même. Son conseil m'a surprise. Vous n'y allez pas pour le détruire. Ah bon? Non. Il s'est penché au-dessus de son bureau. Vous y allez pour arrêter de le protéger. Il y avait une différence très importante. Le mardi matin suivant, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, Mathilde était là avec une petite valise. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Mon père a changé les serrures, a-t-elle chuchoté. Il a dit que si je te choisissais, je devais en assumer les conséquences. J'ai regardé la valise, puis je l'ai regardée. Non, ai-je dit doucement. Tu es enfin en train d'assumer les siennes. Quand les gens imaginent une vengeance, ils voient souvent des cris, un discours dramatique, une gifle ou une arrestation. La vraie vie fonctionne rarement ainsi. Parfois, la vengeance consiste simplement à refuser de rester là où quelqu'un attend que vous restiez. Ce vendredi matin, je me tenais devant le miroir de ma chambre, attachant une paire de boucles d'oreilles en perles que Paul m'avait offertes pour nos 25 ans de mariage.
Mes doigts me faisaient mal. L'arthrite avait une façon de me rappeler que même les tâches ordinaires prenaient plus de temps qu'avant. Derrière moi, Mathilde se tenait maladroitement dans le couloir. « Tu n'es pas obligé d'y aller », a-t-elle dit. « Si », ai-je répondu. « J'aimerais presque que tu n'y ailles pas. » J'ai souri faiblement. Moi aussi. Damien m'a conduite à l'hôtel du Grand Commandement en centre-ville. Maître Nguyen avait insisté. Pas de surprise, avait-il dit. N'arrivez pas seul. Quand nous sommes arrivés à l'entrée, Damien a coupé le moteur. Tu es nerveuse. J'ai ri doucement. Je le suis depuis 3 semaines. Il a tendu la main et m'a serré la main. Peu importe ce qui se passe là-dedans, il a fait une pause, je suis fière de toi. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça. La salle de bal ressemblait exactement à tous les déjeuners d'affaires auxquels j'avais assisté. Table ronde, nappe blanche, tasse à café, petit entremets attendant pour le dessert. Environ 200 personnes remplissaient la salle. Des banquiers, des chefs d'entreprise, des comptables, des agents d'assurance, des gens qui m'avaient confié leurs dossiers de paie pendant des années. Gérard était déjà près de l'estrade, serrant des mains. Quand il m'a vu, il a souri immédiatement. Voilà l'homme d'affaires charmant que tout le monde admirait. Il s'est approché, m'a embrassé sur la joue pour les photographes et a chuchoté « Je savais que tu viendrais. » J'ai dit que je le ferais. Il a souri plus largement. J'ai dit à tout le monde que tu avais eu quelques semaines difficiles. Je suis au courant. Il a ajusté sa cravate. Restons positifs aujourd'hui. Puis, sans changer son expression plaisante, il s'est penché plus près. Souris. J'ai regardé directement dans ses yeux. Pourquoi? Pour que tout le monde sache que tu as surréagi. Pendant un instant, j'ai failli faire demi-tour. Pas parce que j'avais peur de lui. Parce que j'étais fatiguée. Fatiguée d'expliquer, fatiguée de la paperasse, fatiguée de me demander si les gens me croyaient. Puis je me suis souvenue de ce que ma mère avait dit alors que nous remplacions les piles de sa télécommande quelques soirs plus tôt. Tu n'as pas à prouver que tu es courageuse chaque jour. Elle avait souri. Tu dois juste arrêter de te porter volontaire pour la même humiliation. J'ai marché vers l'estrade. Le programme a commencé exactement à l'heure prévue. Annonce, sponsor, bourse, prix communautaire. Finalement, le maître de cérémonie a souri vers moi. Madame Holloway a gentiment accepté de présenter le lauréat du prix de l'excellence entrepreneuriale de cette année. Applaudissements. Je suis montée au pupitre. Pendant une seconde, j'ai balayé la salle du regard. Je reconnaissais des dizaines de visages. Des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années. Des gens qui m'avaient fait confiance pour leurs taxes, leurs cotisations de retraite et les dossiers de leurs employés. Puis j'ai commencé. Le mariage a une façon intéressante de mélanger les réputations. La salle est devenue silencieuse. Pendant près de 2 ans, beaucoup de gens ont supposé que parce que je me tenais aux côtés de mon mari, j'approuvais chaque décision commerciale qu'il prenait. J'ai fait une pause. J'ai réalisé que ce n'est plus vrai. Personne ne bougeait. J'ai continué calmement. Mon mari m'a informé publiquement que je n'avais aucun rôle parental dans l'éducation de sa fille adulte. Gérard a bougé sur sa chaise. J'ai accepté cette limite. J'ai arrêté de payer volontairement des dépenses qui incombaient à ses parents. Plusieurs personnes ont échangé des regards confus. Par la suite, j'ai appris que l'argent que je croyais destiné à des frais de scolarité avait également été dirigé ailleurs. Gérard s'est levé. Evelyne. J'ai levé une main. J'ai presque fini. La salle était si calme que j'entendais le bruit des couverts sur la porcelaine tout au fond. J'ai aussi découvert une demande non autorisée concernant l'un de mes comptes de placement. J'ai choisi chaque mot soigneusement. L'affaire a été signalée et reste en cours d'examen. Je ne l'ai pas accusé de contrefaçon. Maître Nguyen avait été très clair. Des faits, seulement des faits. J'ai également déposé une demande de séparation de corps et demandé une expertise comptable. Gérard a atteint l'estrade. Ça suffit. Je l'ai regardé. Non.
Puis j'ai prononcé la phrase que j'avais répétée toute la semaine. Je suis venue aujourd'hui parce que ma présence a été utilisée comme preuve que tout dans notre mariage et nos finances est parfaitement normal. J'ai regardé tout autour de la salle de bal. Ce n'est pas le cas. Je me suis écartée du micro. Je ne suis plus disposée à prêter mon nom à cette histoire. Je suis retournée vers ma chaise. Les applaudissements ne sont jamais venus. L'indignation non plus, juste le silence. Gérard a saisi le micro. Je suis désolé, a-t-il dit avec un rire embarrassé. Ma femme a subi un stress émotionnel énorme. Il a souri avec sympathie vers l'auditoire. Beaucoup d'entre vous savent que sa mère a eu des problèmes de santé. Ma mâchoire s'est serrée. Parfois, les situations familiales deviennent accablantes. Il a soupiré de manière dramatique. Nous avons essayé de gérer cela en privé. Il m'a regardé directement. Malheureusement, la confusion ressemble parfois à de la certitude. Plusieurs personnes avaient l'air incertaines. Pendant un affreux moment, j'ai cru que cela avait fonctionné. Le maître de cérémonie a suggéré maladroitement que tout le monde continue de déjeuner pendant que le programme faisait une pause. Gérard a marché vers moi. Je te l'avais dit. Il a souri méchamment. Tu t'es ridiculisé. Puis une chaise a raclé le sol. Arthur Sloan s'est levé lentement. Tout le monde l'a reconnu immédiatement. Tout le monde dans le milieu des affaires locales connaissait Arthur. Il ne s'est pas pressé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas demandé le micro. Il a simplement levé son téléphone portable. J'ai reçu un message vocal mardi matin. Gérard s'est figé. Arthur a regardé autour de lui. Ma défunte femme a passé 7 ans à vivre avec la maladie d'Alzheimer. Sa voix restait calme. Je n'apprécie pas que les gens empruntent cette tragédie parce qu'ils n'aiment pas être questionnés. Il a appuyé sur lecture. La voix de Gérard a résonné clairement. Arthur. Evelyne commence à avoir des oublis. Tu devrais peut-être penser à transférer ta paix avant que les choses ne deviennent compliquées. L'enregistrement a duré moins de 20 secondes. Il n'avait pas besoin d'être plus long. Les gens assis à proximité ont entendu chaque mot. Ceux plus loin ont vu les expressions sur les visages des autres. Les murmures se sont propagés dans la salle de bal plus vite que n'importe quel haut-parleur. Arthur a remis son téléphone dans sa poche. Puis il a regardé directement Gérard. J'ai confié ma paix à cette femme pendant 15 ans. Il a fait une pause. Je lui fais confiance aujourd'hui. Il s'est rassis. Gérard a essayé de rire. Arthur a mal compris. Non. Tout le monde s'est tourné. Mathilde s'était levée. Elle tremblait. C'est moi qui ai mal compris. Elle tenait plusieurs mets imprimés. Mon père m'a dit qu'Evelyne avait accepté de changer son plan successoral. Elle a dégluti. Il m'a dit que son entreprise, sa maison finirait par appartenir à notre famille. Elle m'a regardé. Elle n'a jamais accepté. Gérard a fixé sa fille. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité. J'ai payé pour tout ce que tu as. Les yeux de Mathilde se sont remplis de larmes. Non. Elle a secoué la tête lentement. C'est elle qui l'a fait. La salle est retombée dans le silence. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié de joie. La vraie vie ne ressemble pas au film. Elle ressemble à des gens qui réalisent doucement qu'on leur a menti. Le président de l'association des entreprises est monté sur scène. Compte tenu des informations rapportées aujourd'hui, a-t-il dit prudemment. Le conseil d'administration reporte la remise du prix de l'excellence entrepreneuriale en attendant un examen plus approfondi. C'était tout. Pas de condamnation publique, pas de verdict dramatique, juste les conséquences qui commençaient. Gérard a regardé autour de lui. Plusieurs personnes évitaient son regard. Un banquier est parti discrètement. Un client de longue date qui le saluait d'habitude d'une poignée de main est passé devant lui sans s'arrêter. Un autre s'est approché de moi à la place. Evelyne, a-t-il dit doucement. Nos dossiers de paix sont-ils en sécurité? Oui, ils l'ont toujours été. Il a hoché la tête.
C'est ce que je pensais. Le divorce a duré presque 11 mois. Un expert comptable a retracé une grande partie de mon argent vers l'entreprise de développement de Gérard qui était en difficulté. Une partie avait couvert des dépenses ménagères légitimes. Une grande partie non. L'enquête sur les documents d'investissement a duré assez longtemps. Finalement, les enquêteurs n'ont pas pu prouver hors de tout doute raisonnable qui avait physiquement préparé ou soumis l'autorisation rejetée, bien qu'elle provienne d'un compte mail lié au bureau de Gérard. Face à la procédure civile, Gérard a finalement accepté un règlement financier. J'ai récupéré une partie de mes économies, pas la totalité. Les frais d'avocat ont consommé bien plus que je ne l'espérais. La justice coûte cher. Le plus gros projet de Gérard s'est effondré dans l'année. Il a vendu sa Mercedes. Il a emménagé dans un petit appartement. Mathilde a arrêté ses études pendant un semestre. Elle a emménagé avec sa mère. Elle a travaillé dans la librairie du campus, a pris des prêts étudiants et a signé un accord de remboursement pour les dépenses personnelles qu'elle avait faites sur ma carte de crédit. Une fois par mois, nous nous retrouvions pour un café. Au début, nous ne parlions que de reçus et de budget. Des mois plus tard, elle a dit doucement quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai traité ta gentillesse comme une preuve que tu étais faible. J'ai souri. Non, c'était la preuve que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Elle a hoché la tête. Je ne ferai plus cette erreur. Moi non plus. Damien m'a aidé à repeindre la chambre d'amis. J'ai enfin remplacé la vieille chaudière que j'avais tardé à réparer. Ma kiné a plaisanté en disant que mon dos semblait aller mieux depuis que j'avais arrêté de porter les problèmes de tout le monde. Elle n'avait pas tout à fait tort. Quelques mois plus tard, j'ai emmené ma mère pour un week-end tranquille. Nous marchions lentement dans le hall de l'hôtel. Elle frottait son genou. Je frottais mes mains. Elle a souri. Vieillir fait mal à des endroits dont on ignorait l'existence. J'ai ri. Au moins, maintenant, je ne paie que pour mes propres douleurs. Elle m'a serré le bras. C'est ça le progrès. Cette histoire est un rappel puissant que le respect de soi et la clarté financière sont les piliers de toute relation saine, même au sein d'une famille recomposée. Evelyne nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour poser des limites et que la gentillesse ne doit jamais être confondue avec de la faiblesse. La manipulation, qu'elle soit émotionnelle ou financière, se nourrit souvent du silence et de la honte de la victime, mais comme nous l'avons vu, la vérité finit toujours par reprendre sa place quand on ose briser le calme apparent. Leçon à retenir, protégez vos acquis, écoutez votre intuition et ne laissez personne utiliser votre passé ou votre générosité contre vous. La véritable force ne réside pas dans l'endurance face à l'abus, mais dans le courage de dire non, même quand cela signifie reconstruire sa vie de zéro. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où votre générosité a été prise pour de la faiblesse au sein de votre famille ou de votre entourage proche? Comment avez-vous réagi pour reprendre le contrôle de votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires pour aider d'autres personnes qui pourraient traverser des épreuves similaires.